Si vous êtes sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à tweeter avec le hashtag Médias en scène. C'est très très important. Merci beaucoup Alexandre. Alors ce que je disais tout à l'heure, c'était donc pas de doute. Les moins de 25 ans sont prêts à tout pour vivre dans un monde meilleur. Quel rôle les médias peuvent jouer pour les y aider? Pour répondre à cette question, j'invite donc Bruno Laforesterie qui va animer une table ronde en compagnie d'Olivier Lafargue, chef du service Snapchat TikTok du monde, bienvenue. Gauthier Curtil, un ancien collègue que je suis très très heureuse de retrouver, qui est directeur de l'offre Know Who de France Télévisions. Et enfin, Ségolène Alemadou, rédactrice en chef de Hunter, un projet de France Média Monde. Bonjour. Est-ce que... Le micro. Oui. Bonjour, bonjour. Voilà, ça fonctionne. Nous sommes à la Maison de la Radio, donc normalement, on doit pouvoir s'entendre et s'écouter. Bonjour à tous. Donc, je salue aussi nos amis de Bourges qui continuent à nous regarder. Merci pour l'introduction. Évidemment, on parle de génération Z, dont on ne va pas donner une définition stricte, mais on va parler aujourd'hui l'approche et la création, l'approche média de la jeune génération, de gens qui ont entre 12 et 25 ans, pour donner quelques exemples chiffrés sur ce qui est cette génération Z. Et pour ce faire, cette génération, en fait, c'est une génération qui s'empare de ses propres médias, qui crée ses propres médias sur les réseaux sociaux, qui a ses propres figures de proue. Certains s'appellent des influenceurs, d'autres des personnalités. Et cette génération, en fait, ne nous a pas attendus pour exister en tant que médias. C'est quand même la première chose qu'il faut qu'on se dise. Il y a quelques jeunes parmi nous, et vous le savez tous, j'ai commencé, moi, ma carrière il y a plus de 20 ans, et il y avait effectivement une seule façon de créer du média, qui était de se constituer et de faire de la presse, ou de la radio, ou de la télévision, mais c'était inaccessible. Aujourd'hui, cette génération fait son média. Et nous sommes les uns les autres, non pas uniquement des représentants, mais nous participons dans les entreprises publiques et privées, qui sont des médias traditionnels. Radio France, évidemment. Moi, je dirige Move depuis 7 ans ici à la Maison de la Radio avec plein d'autres de radios. Et on a des intervenants aujourd'hui qui chacun viennent de grandes maisons qui ont une histoire médiatique dans le domaine de la radio, de la télévision et de la presse, évidemment, et s'emparent de ce sujet. Donc on a à la fois la problématique de dire en face d'une génération qui ne nous a pas attendus, et à la fois le fait de dire oui, on a peut-être besoin aussi nous d'interagir de ce public, et pour ce faire, donc je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter notre panel, et on va faire les choses en plusieurs temps. D'abord, chacun va se présenter et dire en quelques mots le programme et le projet sur lequel il travaille, et ensuite se suivra un échange que vous allez découvrir. Alors, je vais commencer par Ségolène Alemadou. Alors voilà, donc tu peux nous dire déjà sur ton parcours personnel, parce que on a à la fois des gens qui ont des parcours journalistiques ici et des parcours plutôt d'autres, on va dire, entrepreneuriaux ou de responsables de projets. Voilà, donc Ségolène. Alors bonjour à tous déjà. Je suis journaliste depuis plus de 15 ans sur le digital. Donc je suis passée par lemonde.fr, l'équipe.fr et france24.com. Et donc depuis 1 an maintenant, je travaille sur le projet Hunter, qui est un média dédié à la jeunesse européenne, donc aux 18-34 ans, et qui a la particularité d'être présent dans 5 pays, que sont l'Allemagne, le Portugal, la Roumanie et la Pologne. Et voilà, et on est aussi axé sur un journalisme de solutions, uniquement sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, YouTube et Twitter. Et on a la particularité aussi d'avoir une rédaction à l'image de l'audience qu'on souhaite toucher,
c'est-à-dire des jeunes de 18 à 34 ans et qui partent avec leurs iPhones faire des sujets. Et je vais m'arrêter là, je pense. Mais peut-être quelques mots quand même sur France Média Monde, parce que tout le monde ne connaît pas les marques, on va dire, médias. Alors France Média Monde est un groupe public qui regroupe France 24, RFI et Monte Carlo Doualiya. Voilà. Donc je pense que RFI est très connu à l'étranger puisque la couverture, enfin ils ont une audience très axée africaine, et puis France 24 est très présent et maintenant existe en 4 langues depuis très récemment, français, anglais, arabe et espagnol aussi. Donc voilà, on a une couverture très à l'international. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Olivier Lafargue et je suis donc le chef du service Snapchat et TikTok au journal Le Monde. Donc, ce qu'on fait concrètement, côté TikTok, on publie 3 vidéos par semaine depuis maintenant 1 an et demi. Donc voilà, on alimente notre compte depuis tout ce temps-là. Et côté Snapchat, on publie une édition tous les soirs de la semaine, une édition d'actu dans laquelle on vous propose une sorte de résumé de l'actualité. Et donc ce qui est commun un petit peu à ces 2 projets, c'est que nous on va avoir à cœur de vous expliquer l'actualité, en fait, de la rendre accessible à tous, intéressante, attrayante et accessible à tous. Voilà, donc aussi bien côté Snapchat que côté TikTok. On gardera quelques minutes à la fin et on fera peut-être un sondage pour savoir qui, sur Snapchat, sur TikTok, consomme nos différents contenus. Donc, non pas la table ronde, mais le tour de table. Bonjour à tous. Moi, je suis Gauthier Curtil. Donc, je travaille pour France Télévisions. Alors, je suis pas journaliste, contrairement à mes confrères. Moi, j'ai plutôt un profil de marketing digital. Et j'ai repris, il y a quelques mois, le pilotage du projet Know You. Alors, Know You, c'est une nouvelle marque qu'a lancée France Télévisions, qui est une marque dédiée à l'écologie, à l'urgence environnementale, et qui a pour particularité d'aller cibler en priorité les 15-25 ans, donc cette fameuse génération Z dont on se parle. Et donc on a, et on va y revenir probablement, mais on a mis en place tout un positionnement pour essayer d'aller toucher ces jeunes publics sur cette thématique très particulière, avec une dimension également européenne, comme le projet Hunter, puisque on est en collaboration avec un broadcaster allemand pour l'instant, et on a l'ambition de faire rentrer a priori d'autres éditeurs médias européens dans la boucle du projet dès l'année prochaine. Alors moi, je voulais commencer avec Olivier parce que l'expérience, la tienne, est la plus longue dans ce domaine. Et tout le monde, j'imagine ici, peut-être pas d'ailleurs, connaît la marque Le Monde. Oui, non? Je vais faire un petit sondage. Oui. Une marque aujourd'hui de médias, d'actualité, de presse extrêmement prestigieuse. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, pour quelques éléments sur le lectorat du Monde, on a des chiffres qu'on peut communiquer sur la moyenne d'âge des lecteurs du Monde, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on fait ce gap intercontinental entre le lectorat du Monde, presse, papier, et Snapchat pour commencer? Alors, ce gap qui n'est pas si grand, on aura sans doute le temps de l'expliquer un petit peu plus en détail, mais donc il y a 5 ans, le 16 septembre 2016, on publiait notre première story sur Snapchat, donc un contenu original créé uniquement pour cette plateforme-là. Avant, c'était des mois de réflexion et c'est une décision qui datait vraiment de plusieurs mois. Ça part d'un constat, en fait. Ça part d'un constat, celui qui est que Le Monde est un journal généraliste qui a l'ambition de s'adresser à tout le monde, de traiter tous les sujets, mais également de s'adresser à toutes les strates de la population. Et du constat un peu difficile de constater, donc du coup, que dans cette population, il y en a une qu'on a un peu du mal à toucher, c'est les lecteurs les plus jeunes. Et ça, on le voit très très bien quand on regarde la moyenne d'âge de nos lecteurs, quel que soit le support, entre le papier, le site internet, et un peu plus jeune pour l'application. On est souvent entre 50-60, ou alors un petit peu plus bas vers les 40 ans, mais donc ça reste une moyenne d'âge vraiment vraiment élevée.
Donc voilà, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour intéresser les jeunes à ce qu'on fait? Et en fait, comme beaucoup de médias, on a commencé par se poser la question un petit peu à l'envers, c'est-à-dire que pendant des années, les médias ont tenté de faire lire les journaux papier aux jeunes, en les introduisant dans les écoles, en les offrant gratuitement, en offrant des abonnements, etc. Il y a un moment où on s'est rendu compte qu'en fait, si on voulait intéresser une tranche particulière de la population à ce qu'on faisait, peut-être qu'il fallait qu'on fasse la moitié du chemin, en fait. Donc, on a décidé d'aller là où ces jeunes se trouvaient pour pouvoir nous adresser directement à eux. C'est comme ça tu me donnais un chiffre tout à l'heure d'un sondage qualitatif qui avait été fait ensuite, un retour d'expérience sur 800 jeunes qui consommaient votre contenu. Peut-être nous dire combien avaient avant été un lecteur du Monde. Ça c'était à peu près une dizaine. En fait, on a fait assez vite après notre lancement une enquête lecteur pour connaître un petit peu plus précisément qui était ce nouveau public qu'on allait toucher et si c'était vraiment un nouveau public. Et donc il y avait fatalement cette question-là, est-ce que vous avez déjà lu Le Monde, quel que soit le support, application, etc. Et oui, le résultat était assez dingue. On est sur un lectorat totalement différent, radicalement différent. Et donc pour nous, c'était la première pierre. Ok, on a ce premier pas qui est fait, qui est réussi. Maintenant, il y a tout le reste à faire. Et justement, alors là, on a parlé des jeunes, du support Snapchat, mais parlons aussi des contenus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur un lectorat totalement différent, mais est-ce que ce sont les mêmes contenus qu'on peut évidemment écouter, voir sur Snapchat et TikTok qu'en lisant Le Monde papier, par exemple? Ouais, alors ce sont les mêmes contenus en termes de fiabilité, en termes de sérieux, mais par contre la forme diffère effectivement. On est entré dans ces univers-là tout en sachant très bien qu'on y entrait par effraction. Personne ne va sur Snapchat pour s'informer ou pour lire Le Monde à la base, en tout cas il y a 5 ans, peut-être maintenant un peu plus aujourd'hui. Mais voilà, du coup. On a fait le pari de rester nous-mêmes, de proposer quelque chose qui nous ressemble, parce qu'il fallait qu'on trouve un équilibre entre ce qui est l'univers de Snapchat et ce que nous sommes. Et donc, ce qu'on a décidé de croire, et ce qui s'est évidemment avéré vrai, c'est que évidemment, les lecteurs les plus jeunes s'intéressent à l'actualité. Évidemment, ils s'intéressent aux sujets même compliqués, même arides, à condition qu'on sache comment s'adresser à eux. Donc, en gros, on va vraiment avoir la même ligne éditoriale que le journal. Elle va être très factuelle. Notre but, c'est de donner les clés pour comprendre ce qui se passe autour de nous, pour comprendre le monde, pour permettre à nos lecteurs de se faire une opinion sur ce qui se passe. Après, on laisse leur opinion à eux-mêmes. On n'est pas du tout dans la tribune, on reste dans le factuel et dans l'explication. Le fond reste le même, le fond reste factuel. Notre matière, celle qu'on façonne et qu'on donne sur ces plateformes-là, elle vient pour beaucoup des autres services du journal. On va utiliser les informations qui sont produites au service international, au service politique. Et quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas très bien, qu'on a besoin d'analyser un fait politique ou un fait de société, on va aller voir les journalistes ou on va voir un spécialiste pour qu'il nous explique ce qu'on peut comprendre de ces faits qu'on expose là. Donc voilà. À l'intérieur, c'est la même chose. On va juste s'adapter à l'univers dans lequel on arrive et donc faire quelque chose qui va être très pédagogique parce qu'on essaie d'être accessible, pas uniquement les plus jeunes, mais que l'on puisse être lisible et intéressant pour tout le monde. Et très graphique, parce qu'on est là dans des univers très graphiques. Alors, on est sur un exemple là, de marques médias, on va dire dits traditionnels, qui viennent d'un support, et juste un chiffre, 1,5 million aujourd'hui d'abonnés, donc de gens qui sont en contact avec vous. Un autre exemple où là, évidemment, le groupe France Télévisions, des chaînes très connues qui sont également regardées par des personnes qui ont souvent plus de 50 ans, voire plus de 60 ans. Et là, une autre stratégie, c'est de dire non, on ne va pas obligatoirement communiquer toujours que sur France.tv ou sur France Télévisions, et on crée un nouvel univers, une nouvelle marque dont tu as la responsabilité. Pourquoi cette approche justement sur une plateforme, un nom et une thématique ? Absolument. Donc le constat, il est globalement le même pour toutes les marques traditionnelles, et qu'on soit issu de la presse, de la télé ou de la radio. Il y a une désaffection globale de cette jeune génération, du système, de la société et également des médias. Et donc nous, chez France Télévisions, on constate que
l'âge moyen du téléspectateur de France Télévisions, il est tristement très élevé, et donc on a vraiment l'ambition d'être un service public le plus inclusif possible, et donc d'aller toucher toutes les tranches de la population finalement, et donc il faut nécessairement qu'on puisse adresser cette génération Z. Et donc le parti pris chez France Télévisions, il a été de créer une nouvelle marque, une nouvelle thématique, donc une offre digitale, un nouveau média qu'on appelle donc Know You, pour aller toucher cette jeune génération et vraiment de se dire qu'on va aller la cibler sur une thématique finalement sur laquelle cette jeune génération est très engagée. Vous écoutiez juste avant Flore Vasseur qui venait nous raconter son merveilleux film Bigger Than Us. Voilà, on est en plein dedans. Il est nécessaire d'agir et il est nécessaire de mettre à disposition des outils individuels et collectifs pour pouvoir prendre part à ce débat écologique, à ce débat citoyen. Et donc c'est le parti pris de ce média que nous lançons cet automne. Alors on n'a pas du tout le même recul que Le Monde et qu'Olivier sur la façon dont le média va prendre, mais en tout cas on se donne les moyens de nos ambitions et on a vraiment envie de pouvoir se positionner comme un acteur référent sur ce débat écologique auprès de cette jeune génération. Et donc surtout de pouvoir trouver, ça me semble hyper important, de se dire qu'on essaye d'employer un ton éditorial qui est très adapté à cette génération, c'est-à-dire qu'on est sur un journalisme de solution, on est sur un journalisme positif, on essaie d'être déculpabilisant. Je ne sais pas si vous avez vu l'étude Via Voice qui est sortie dans le JDD il y a quelques semaines, mais qui montre que on a 65 fois plus parlé ces 12 derniers mois de la crise du Covid que du climat. Et donc ça, la jeune génération, elle dit c'est pas acceptable. Et donc voilà, on essaye de nous se positionner chez France Télévisions sur cette thématique et d'apporter des solutions concrètes pour prendre part à ce débat écologique. Mais là, on voit qu'on a une approche thématique qui veut dire que dans les expériences, évidemment, on peut avoir des approches où on propulse des contenus, différents contenus d'information sur différents réseaux de distribution. Et là, c'est une approche sur une thématique. Et j'imagine que cette réflexion sur cette thématique était liée aussi à des enquêtes, était liée aussi à la meilleure connaissance de cette génération Z et de ses préoccupations principales. Est-ce que vous avez choisi cette thématique? Ah oui, quelle a été l'approche? Peut-être pour donner quelques clés de... Non, mais bien évidemment, on sait qu'aujourd'hui, cette thématique de l'écologie et de l'environnement, c'est la première source d'inquiétude de cette jeune génération devant des thématiques classiques de campagne que sont l'emploi, l'immigration ou d'autres. Et donc aujourd'hui, c'est nécessairement cette thématique sur laquelle les jeunes sont hyper inquiets. On a beaucoup parlé d'éco-anxiété cet été. Et donc nous, on essaie d'aller se positionner sur cette thématique pour amener des solutions concrètes et donc accompagner les citoyens français mais européens dans un second temps. Et on estime que c'est notre rôle de service public de venir essayer d'amener des solutions concrètes pour prendre part à ce débat écologique et petit à petit essayer de favoriser le débat sur l'urgence climatique. On voyait aussi chez les jeunes générations et d'ailleurs un peu chez tout le monde, tous les consommateurs de réseaux sociaux, il y a une suractivité, un temps d'écran qui est extrêmement important, puis les commentaires permanents, la réaction. Et j'ai compris que vous aviez une approche un peu différente aussi pour être en cohérence avec la thématique. Ce qui peut être surprenant, mais qui s'explique, par rapport justement au mode de consommation de la jeune génération, des médias sociaux en général et des contenus, quels qu'ils soient en particulier. Peut-être dire un mot là-dessus. Absolument. Donc le parti pris de Know You, c'est de se dire qu'on a un site qui est pensé comme étant en adéquation globale avec les valeurs qu'il porte sur l'écologie et l'environnement. Et donc le site, qui est le cœur de l'offre, on a des réseaux sociaux, mais c'est vraiment le site qui est le cœur de notre offre, il est éco-pensé. C'est-à-dire qu'il y a, sans trop rentrer dans les détails, le socle technique du site est pensé pour être le moins puissant en carbone possible. On a plugué des startups qui nous permettent à chaque nouvelle mise en production, d'estimer le bilan carbone de cette mise en production. Toutes les fonctionnalités qui sont sur le site, elles sont pensées pour être les moins énergivores possibles. On est sur une lecture en fond noir. On a toutes nos images qui sont dépixelisées. On n'incite pas à consommer des contenus à tort et à raison en proposant des rebonds ou des recommandations à tout sens. On a une stratégie de publication qui est la plus simple possible, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne publie qu'un seul contenu par jour.
On n'a pas d'outils de tracking qui sont déployés et qui finalement, sans trop rentrer dans un jargon technique, pèsent très lourd. Et donc on essaye d'avoir un site qui fonctionnellement et techniquement est le moins lourd possible et donc qui est en valeur avec la thématique qu'il prône. Voilà, je trouve que c'était très intéressant d'en dire un mot, d'en parler, parce que les modèles même de production en direction de cette génération en fonction des thématiques changent beaucoup. Alors on va avoir une vision, alors je dis pas que vous n'avez pas une vision internationale et globale, mais évidemment dans tes fonctions et dans ce que tu animes aujourd'hui avec Hunter, il y a un partage d'expérience à l'échelle européenne déjà. Donc un mot, tu l'as dit, pourquoi le choix d'une coalition, d'un consortium déjà européen, et quelle expérience tu en tires sur la lecture qu'ont nos amis et collègues européens sur cette génération? Ce qu'on constate, c'est Rappelez peut-être les pays, tu l'avais peut-être dit. Oui, alors le projet Hunter est basé dans 5 pays, donc France, Allemagne, Pologne, Portugal et Roumanie. Et en effet, nous, on est parti du constat que, effectivement, la thématique écologique inquiète beaucoup la jeune génération. Mais selon nos études à l'échelle européenne, on a vu aussi que la thématique de l'emploi et la thématique de l'argent étaient aussi des sources d'inquiétude. Donc nous, on est parti plus sur des thématiques plus globales. Donc c'est vrai que nous, on traite une semaine, une thématique. Et l'intérêt, en fait, dans cette approche globale, c'est de montrer les différentes perspectives en gros, une thématique est perçue différemment d'un pays à l'autre. Donc là-dessus, on apporte une vision un peu plus globale. Et je me souviens plus de ta deuxième question. C'était de dire, et aujourd'hui, est-ce que tu vois vraiment différentes perceptions entre le Portugal, la France, l'Allemagne, justement de la manière dont tout l'enjeu est là. Hunter souhaite mettre en avant effectivement une identité commune, une identité européenne sur certaines valeurs, mais on souhaite également mettre en avant les spécificités linguistiques, les spécificités culturelles. C'est vrai que on a également traité de l'éco-anxiété la semaine dernière. On s'est aperçu que autant en France ou en Allemagne, c'est un gros sujet. En Roumanie, la priorité est bien moindre parce qu'il y a d'autres enjeux économiques qui sont en jeu du côté de la jeunesse. Donc c'est très intéressant effectivement de percevoir ces subtilités-là et tout aussi pour les plateformes, parce que comme le disait Olivier, toucher la jeunesse, ça veut dire aller les chercher, aller sur toutes les plateformes que consomme la jeunesse, et on s'aperçoit que même d'un pays à l'autre, les supports ne sont pas les mêmes. On a tendance à voir que les anglo-saxons utilisent beaucoup plus YouTube que les Allemands. Voilà, on a des spécificités d'une langue à l'autre, et on joue avec ça pour essayer de toucher cette jeunesse et de créer une plateforme de communication, d'échange entre tous les jeunes Européens. Là, on a compris en quelques minutes différentes stratégies, approches en fonction de thématiques qui sont très complémentaires. Mais en fait, ce qui nous, et je me mettrai dans le lot aussi, ce qui nous relie, c'est la façon dont on produit ces contenus et de savoir aujourd'hui, est-ce qu'il faut obligatoirement être des jeunes journalistes de l'âge de la génération Z pour parler aux jeunes? Est-ce qu'il faut obligatoirement être vu en vidéo ou pas? Est-ce qu'on peut se contenter du texte? Un retour d'expérience par rapport à ce que vous avez fait au Monde. Vous avez quand même aussi maintenant quelques années derrière vous, et des changements aussi que vous avez, des stratégies que vous appliquez ou vous changez actuellement. Ouais, alors est-ce qu'il faut être forcément jeune pour s'adresser aux jeunes? Oui et non. En partie oui, parce que il faut on peut pas être totalement déconnecté aussi des personnes à qui on s'adresse. Donc fatalement oui, et il faut comprendre aussi les logiques, il faut comprendre les logiques de consommation qui changent, et c'est aussi pour ça aussi qu'on investit ces plateformes-là, parce qu'on apprend, on apprend les nouvelles façons de consommer les contenus, de consommer l'information, on apprend les nouvelles attentes de ces générations-là, et c'est presque vital en fait comme enjeu pour un journal comme le nôtre ou des médias comme ceux-là. Et donc voilà. Et ça veut dire aussi s'adapter à ce que ces personnes-là aiment consommer, à ce qui passe et ce qui passe pas. Et donc nous, par exemple, on vient de faire un changement assez majeur, une
une nouvelle refonte de notre proposition sur Snapchat qui est la plus importante et la plus profonde qu'on ait jamais faite. C'est-à-dire qu'on a abandonné les stories Discover pour passer au format Snapshot. Donc on a abandonné la story pour faire de la vidéo, ce qui change à peu près tout en fait en termes de production, en termes de produits finis, etc. Et on a aussi adopté le face caméra par exemple, qu'on faisait très très peu avant. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce que ça nous permettait d'aller plus loin dans les objectifs qu'on s'était fixés avant, notamment dans le fait que, en grande partie, dans le pouvoir narratif que le face caméra peut avoir. Comment est-ce qu'on peut transmettre notre message à notre audience? On a été convaincus du fait que s'adresser directement à un lecteur, lui parler directement à l'image, l'emmener dans l'histoire, lui expliquer directement ce dont on veut parler, pouvait être beaucoup plus efficace qu'un simple texte ou un texte animé. Et justement, alors pour s'adresser à cette génération, est-ce qu'il n'y a pas, alors je dirais pas un risque, mais de considérer en fait que tout tourne en fait autour d'incarnations plus ou moins importantes, et on en revient sur mon mot de départ, de dire que finalement chacun devient son propre média, est un média soi-même sur ses propres réseaux, avec des followers par centaines de milliers, voire des millions. Est-ce qu'en fait on va pas avoir des influenceurs au sein du monde qui vont estomper d'une manière ou d'une autre le collectif? C'est aussi des sujets importants de savoir comment on touche ce public. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui impactera très fortement va rester parmi vous et finalement on ne construit pas une audience autour d'une personne et non pas autour d'un média? C'est que le facecam pour nous est un outil et pas une fin. Donc on va utiliser ce face caméra pour transmettre ce qu'on a à transmettre. Par contre, on va avoir une approche totalement collective dans la construction de notre travail. Ça reste un travail 100% en commun, 100% collectif. Et ne serait-ce que pour l'incarnation, tout le monde dans le service passe à ce poste-là. Donc on n'a pas une star qui va incarner le journal. On n'a pas le JT, la star du JT. On n'a pas la star du JT. C'est justement des codes qu'on essaye d'éviter autant que possible. Non, on veut montrer justement qu'on est un collectif. On veut montrer aussi démystifier la figure tutélaire du journaliste et du coup passer à côté de cette starification est une manière de le faire. Dans nos facecam, en plein milieu de la rédac, on fait aussi de l'éducation aux médias parce qu'on montre comment on travaille, on montre où est-ce qu'on travaille, on montre qui travaille. Donc voilà, on essaye vraiment d'éviter ça. Et il y a aussi le fait que c'est qu'une part de notre travail. Dans notre story, la première partie, qui est le sujet principal, est incarnée, où on va donc adopter une narration qui sera adaptée à cette forme-là. La deuxième partie ne sera pas incarnée. Donc ce sera de l'image avec de l'animation, des formats qu'on a pensé et créés en amont. Et on garde aussi le texte parce qu'on est dans une maison, évidemment, dans laquelle le texte est quand même presse écrite, relativement important. C'est toute la richesse du monde. Donc, justement, parce qu'avec France Télévisions, donc une maison de l'image, l'approche de NoYou sur l'image, justement. De nouveau, une petite disruption aussi, là. Oui, c'est vrai. Alors nous, c'est intéressant ce que tu dis, Olivier, sur l'incarnation. Nous, sur NoYou, on n'a pas, en tout cas aujourd'hui pour ce lancement, on ne souhaite pas forcément que la marque soit incarnée. En revanche, on va essayer de faire incarner des formats vidéo. Donc on aura des formats sur le social qui seront incarnés. Mais c'est un peu différent que d'incarner complètement la marque. Et c'est vrai que toute la ligne de crête sur laquelle on est en train de travailler cette année, c'est comment est-ce qu'on trouve le bon mode opératoire pour que NoYou s'affranchisse de la lourdeur du gros paquebot qu'est France Télévisions pour un certain nombre de sujets. Forcément, c'est tout de suite une très grosse maison et donc il y a tout de suite des circuits de signature qui sont très lourds, il y a tout de suite un certain nombre de process qui sont très complexes. Et donc l'idée, c'est un peu de s'affranchir pour travailler un peu en mode start-up et lancer cette marque un peu innovante. Et à côté de ça, il est indéniable qu'on doit aussi s'adosser aux expertises métiers internes qui sont indispensables. Et donc, voilà, on essaye de trouver pour ce lancement cet automne le juste équilibre entre le fait d'être une nouvelle marque de France Télévisions, mais aussi avoir suffisamment de marge de manœuvre et de flexibilité dans notre façon de fonctionner. Là, on voit, et tu auras aussi une vision un peu plus internationale, qu'on a une approche chez les jeunes générations, que ce soit avec des marques dédiées ou des services dédiés,
Est-ce qu'il n'y a pas un risque, au final, qu'on ne parle pas de la même chose, dans le sens où on voit que les centres d'intérêt des jeunes générations, on parlait de l'environnement, on pourrait parler des questions de discrimination, on pourrait parler des questions de genre, on pourrait parler de toutes ces questions, on l'a vu dernièrement, y compris dans le rapport à la politique et au vote, et on a vu que finalement, souvent, il n'y a pas la même hiérarchie des priorités. Est-ce qu'on n'est pas en train finalement de créer des médias, non pas à double vitesse, mais des mondes des jeunes générations, et on va dire plus âgées, qui finalement ne se parlent pas, on n'a pas de commun? Je ne sais pas qui veut répondre à cette question, Ségolène. Alors je sais qu'il nous reste quelques secondes pour finir, et on prendra des questions après, mais là on part sur un débat philosophique. Nous, on est un peu jeunes, donc pour l'instant, nous, on cherche surtout à toucher les jeunes. Je ne sais pas si, Olivier, toi, tu auras plus de recul, peut-être. Ouais, là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes sur les différences en termes d'intérêt, en termes d'intérêt à l'information, en termes d'intérêt vis-à-vis de la connaissance entre les publics les plus jeunes et les publics les plus âgés. Je pense qu'il n'y a pas de séparation, en fait. On passe... Effectivement, il y a des sujets qui seront particulièrement sensibles chez les plus jeunes, et notamment l'environnement, on en a beaucoup discuté, mais ce sont des sujets universels et on va les traiter tout aussi bien que les autres. Et ça, c'est aussi une de nos intuitions qui s'est retrouvée totalement validée dès le lancement de nos éditions sur Snapchat. C'est-à-dire que on a eu tout de suite une grande demande de la part de notre public pour des sujets dont on se demandait si c'était vraiment pour eux, si est-ce que ça va vraiment intéresser les jeunes, etc. Et un exemple, par exemple, que je prends parfois, c'est que avant même qu'on décide de parler de la crise des Rohingyas en Birmanie, on avait reçu sur Snap des messages de nos lecteurs nous demandant « Oui, mais alors qu'est-ce qui se passe en Birmanie? Ça a l'air un petit peu grave, je comprends pas très bien, vous pourriez nous expliquer, etc. » Alors que nous-mêmes, on avait... Donc on retrouve la une du Monde, la page internationale aussi sur... Alors, on va garder quelques secondes ou minutes. Voilà, s'il y a des questions, il y a déjà une question là-bas. Jeune homme. On va prendre 2 questions du public et puis j'ai 2 questions en ligne aussi. D'accord. Oui, bonjour, je suis journaliste pour l'ADN. J'avais une petite question pour Olivier. Je voulais savoir sur TikTok, on sait que les lecteurs, enfin les utilisateurs de TikTok sont beaucoup concentrés sur la page For You. Donc ça veut dire qu'ils regardent ce que l'algorithme leur donne à voir. Malgré les abonnements, malgré le nombre de vues, en général, c'est plutôt l'algorithme qui décide ce que les utilisateurs voient. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte et comment est-ce que vous faites pour du coup fidéliser cette audience sur TikTok ? C'est quelque chose qu'on prend en compte, comment dire, les résultats des vidéos, c'est quelque chose qu'on essaye de prendre en compte effectivement, mais plus en termes de format, de comment est-ce qu'on fabrique les choses, de comment est-ce qu'on les incarne, où est-ce qu'on se plante, où est-ce qu'on se plante pas, etc. L'algorithme qui fait remonter des sujets, on y réfléchit assez peu. Bien sûr qu'on a en tête, en ce moment, ce sujet-là fonctionne, ce sujet-là semble intéresser les gens. On va plus réfléchir en termes, d'un côté, de qu'est-ce qui intéresse les gens en ce moment, parce qu'on est journaliste et qu'on fait de l'actu, mais aussi beaucoup, comme on le fait depuis le début sur Snap, avec une autre logique qui est de se dire, ok, aujourd'hui le sujet important c'est ça, et notre boulot, ça va être de le rendre compréhensible, de le rendre intéressant pour tous. Comment on fait ? Et c'est en ça que parfois on peut être un petit peu la une du monde, version TikTok ou version réseaux sociaux, parce que cette question-là va être plus prégnante dans nos choix éditoriaux que la question de se dire, d'imaginer ce que ce public pourrait avoir envie de lire à un instant T. D'accord. Peut-être une autre question ? Une deuxième question très public. très courte, s'il vous plaît. Oui, j'aurais aussi une question pour Monsieur Lafargue. Alors, ma question, ce serait, quel est le modèle un peu économique donc, le monde est dans la place. Quel est le modèle économique de ces réseaux, enfin de vos contenus sur TikTok et sur Snapchat? Est-ce que finalement le but, c'est de ramener des lecteurs pour le monde papier, ou est-ce que vous vous contentez de fidéliser une audience sur ces plateformes? L'objectif premier est de fidéliser une audience, clairement. De fidéliser une audience. Il y a évidemment le pari de se dire que plus tard, ce sont des lecteurs qui se diront « Ah oui, c'est vrai que quand j'étais jeune, j'ai apprécié ce média, j'ai eu confiance et du coup, je vais me tourner plutôt vers ce journal-là. » Après, on reste une entreprise privée, donc il y a un moment où il va falloir gagner des sous quand même. On a un accord, notamment avec Snapchat, de partage de publicité, par exemple. Donc on essaye quand même de rentabiliser cette activité. Je vais livrer une toute dernière question du public à distance. C'est Damien Douanier qui demande quelle différence entre NoWou et France TV Slash.
Le positionnement n'est pas du tout le même. Effectivement, on est sur une cible identique de 15-25 ans, mais on est sur une thématique qui est bien différente sur Slash, qui propose des contenus de fiction et d'entertainment, alors que sur No You, on est sur du serviciel dédié à l'écologie. Donc c'est pas exactement le même positionnement. Merci beaucoup à Merci tous les beaucoup. quatre. Merci. Merci pour votre Nato. attention. Merci Bruno. Merci. Thank you.